Nouvelle journée des auteurs. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que Nathalie Nouel publie son recueil de microfiction à l'issue de son objectif manuscrit avec David Thomas, sous le titre « Souvent la vie se moque de nous » aux éditions Pipa. Donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Bussy, qui est autrice et metteuse en scène, qui vit en France et en Chine, à ce qu'on m'a dit. Ah non, oh là, bah, c'est-à-dire il y a oui. Bon, ouais. Elle ne vit plus en Chine. Les informations ne sont pas à jour. Je ne suis pas dédoublée. Il n'y a pas de souci. Et ça, voilà, c'était des périodes successives. Son travail se situe à la croisée de l'écriture et de la performance. Diplômée de HEC Paris et du cours Florent, Sarah Bussy explore d'abord le théâtre avant de se consacrer pleinement à la littérature. Son premier roman, En théorie tout va bien, publié aux éditions Jean-Claude Lattès en 2019, révèle une plume vive et introspective, qui est ensuite confirmée par son deuxième roman, L'Éclipse, publié chez Julliard cette année, l'année dernière, finaliste du prix Bleu Jean-Marc Robert. En parallèle, Sarah Bussy enseigne l'art oratoire et l'écriture créative et dirige l'Académie d'art oratoire à HEC Paris et mène des projets mêlant littérature et spectacle vivant. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'animer une masterclass qui transformera, je l'espère, votre manière de raconter une histoire, intention et enjeu. Comment s'y retrouver ? Merci. Dis donc, je vais l'embaucher. C'est étonnant de s'entendre présenter comme ça par quelqu'un. Je fais plus énormément de... Enfin oui, à vrai dire, bon, on s'en fout, mais tout est plus centré autour de l'écriture aujourd'hui. Je suis plus tant que ça dans le théâtre ou metteur en scène, etc. Mais effectivement, c'est un de mes passés. Je vais faire sans micro, je crois. Ouais, je préfère. Vous m'entendez bien sans micro ? Non ? Pas trop ? Ah bon, d'accord. Non, alors je vais pas hurler non plus. Donc je vais faire avec micro. Alors, le sujet d'aujourd'hui... Donc, par où commencer ? C'est pas du tout stressant, hein, tout va bien. C'est là que... Bon, bah, cette comédienne va être une arnaque totale. En fait, le sujet d'aujourd'hui, il est né parce que donc ça fait un certain temps que je fais des objectifs manuscrits et que c'est un sujet qui revient... Enfin, des sujets, parce qu'en fait, à vrai dire, c'est quand même deux choses assez différentes. Hein, intention, enjeu... On les a mis ensemble parce que c'est lié, et on en parlera justement. Mais voilà, c'est vraiment né d'un constat des objectifs manuscrits, du fait qu'on en parle tout le temps. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout si clair que ça pour vous. Alors vous me direz, hein, peut-être que si, hein, mais en tout cas, même pour moi, à vrai dire, c'était pas si clair que ça. Et je me suis dit, bah voilà, ce serait intéressant d'explorer justement ce sujet, de voir ce qui se joue derrière tout ça, de voir qu'est-ce qui fait qu'on maintient un niveau d'attention, de tension suffisamment fort pour qu'on ait envie de tourner les pages sans que ce soit de la grosse dramaturgie Netflix, quoi. Parce que ça peut tenir à des toutes petites choses, hein. Enfin, ce qui fait que l'attention est maintenue. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive en gros à captiver ? Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, parce que ce qui revient dans les objectifs manuscrits, c'est à quel point c'est nécessaire de le savoir dès le départ et de tout, faire, planifier en fonction de cette intention, de ces enjeux, etc. Alors, j'ai gardé mes notes quand même. Hein. Alors, attendez. Tac. Et donc, parce que, oui... c'est bon d'ailleurs en ligne, ça marche bien, vous m'entendez ? Ouais, ok. Je sais pas trop. Regarde, voilà. Ce qui est important en fait parce que souvent l'intention, on la lie au message. Moi, j'aime pas trop parler de message en littérature. Je pense pas que la littérature doive nécessairement être porteuse d'un message. Je pense qu'il y a des textes qui sont beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus évanescents, qui peuvent être passionnants aussi et captiver l'attention. Donc c'est vraiment des choses un peu différentes. Voilà. Bref, on va déjà dans un premier temps, je vais essayer de revenir sur les termes
ce qu'ils contiennent et de les définir clairement et de voir aussi avec vous, enfin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, voilà, ce qu'il y a derrière. Et puis, après, je vais prendre un exemple. Je me suis dit, finalement, le plus parlant, ce serait peut-être d'essayer d'avoir un exemple très concret. Je peux vous parler aussi de ma démarche à moi d'écriture, que j'ai à l'occasion pas mal analysée. C'est bien, ça m'a servi à ça, il était temps d'y réfléchir. Et un exemple autre dont je vous en parlerai. Et donc, en réfléchissant à tout ça, j'en suis arrivée à la conclusion, dont j'ai déjà parlé avec certains d'entre vous, certainement, que non, je ne pense pas qu'il faille avoir une intention claire dès le départ. Scoop. Et enfin voilà, on va voir justement pourquoi. Ce qui est important de connaître, c'est quel impact ça va avoir d'avoir ou non cette intention dès le départ, quelles conséquences en fait sur mon écriture et comment je vais faire avec ou sans, quoi. Donc ça, je vous en parlerai aussi dans un autre temps. Bon, là, je fais une intro un peu générale, puis on va rentrer plus précisément après dans les sujets. L'important, je disais, voilà, c'est pas forcément d'avoir un message, mais de quand même se poser la question de l'impact. Enfin, pour moi, voilà, l'intention, l'enjeu ou les enjeux, tout ça, finalement, c'est lié à l'impact qu'on veut avoir avec un texte. Si on veut quand même qu'à la fin, il soit, comme disait Kafka, c'était quoi, la hache qui brise la mer gelée en nous, belle expression, voilà, ça veut bien dire que c'est l'impact qu'on va rechercher plus que le message. Ça va, c'est clair jusqu'ici? Je vous ai pas trop perdu. Ok. Donc déjà, voilà, de quoi on parle. L'intention, c'est quoi pour vous l'intention, d'ailleurs? Tiens, je serais curieuse de savoir si quelqu'un a une définition. Est-ce que déjà c'est très clair est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites justement, effectivement, c'est vrai que c'est vague Non, c'est pas que c'est vague, mais c'est que je suis d'accord que le mot... Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot intention? Qu'est-ce que je veux raconter? Oui, entre autres. Alors pareil, moi j'ai pas du tout de vérité absolue sur tout ça, et d'ailleurs je pense pas qu'il y en ait, donc je vais vraiment vous livrer mon expérience et mon ressenti, ma pensée, quoi. Mais effectivement, l'intention, c'est ce qu'on cherche, ce que l'auteur ou l'autrice cherche à transmettre avec son texte. Qu'est-ce qu'on cherche à dire, quel impact on cherche à avoir. C'est en gros le pourquoi derrière le quoi du livre, quoi. Donc c'est vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on écrit un texte? Donc l'intention, elle est aussi assez intime, parfois. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que nous, on met derrière, qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec. Et on verra que il y a plein de niveaux d'intention possibles. L'enjeu, en revanche, l'enjeu, il est beaucoup plus explicite. Dans un texte, c'est beaucoup plus concret, en fait. L'enjeu, c'est vraiment ce qui va donner son importance au texte, à une scène, à une situation, à une arche narrative, c'est-à-dire qu'est-ce qui va à un moment être à perdre ou à gagner pour un personnage, par exemple, ou pour le lecteur, ou pour une relation. Enfin voilà. Donc l'enjeu va vraiment directement sous-tendre la dramaturgie du texte, quoi. Là où l'intention est plus de l'ordre de votre réflexion en amont, ou d'ailleurs pas en amont. Comme on le verra, quoi. Ça va? Donc, il y a un enjeu, une intention. Alors, pas forcément. Et des enjeux d'après ça. Oui, mais pas forcément. C'est-à-dire que l'intention, alors justement, c'est voilà, je vous disais, il y a différents niveaux d'intention et ils ne sont pas exclusifs. Et après, vous verrez, on va prendre un exemple et je pense que ce sera plus parlant, j'espère. L'intention, elle peut être, ça peut être une intention purement narrative. C'est-à-dire, je veux écrire un polar trépidant, je veux décrire une histoire d'amour
toxique, j'en sais rien. Je veux raconter une histoire de liberté, d'émancipation. C'est vraiment une intention narrative de l'ordre de le type d'histoire que vous voulez raconter. Il peut y avoir une intention que j'appellerais émotionnelle, disons. C'est-à-dire, voilà, moi, mon but, c'est de faire rire, de faire pleurer, voilà, qui est plus là de l'ordre de l'impact qu'on veut produire chez les lecteurs, lectrices. Et puis, il peut y avoir une intention plus, je dirais, plus sociale ou philosophique, qui, elle, va vraiment toucher à un thème, provoquer une réflexion. Par exemple, je sais pas, je veux mettre le doigt sur un problème de société ou politique, ou je veux dénoncer une injustice, je veux, enfin voilà, quelque chose qui va, une intention de toucher un thème beaucoup plus large. Et tout ça n'est pas, enfin comment dire, l'une peut aller avec, il peut y en avoir 2, 3, elles peuvent aller même les 3 ensemble. Plus il y en a, plus bien sûr c'est complexe, quoi. Enfin, plus on va vers des textes complexes, à multidimensions. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi. Hein. C'est après, comme je vous disais, on va voir après les conséquences en fait que ça a tout ça sur votre écriture. Oui. Et après, les intentions peuvent se mélanger. Par exemple, mélanger du narratif avec de l'émotionnel pour faire passer un message. Oui, bien sûr. Bah, c'est ça que je disais. Il peut y en avoir, bien sûr. Et les enjeux, c'est pareil. À chaque, il va y avoir des enjeux à différents niveaux. C'est-à-dire, en général, il y a les enjeux des personnages. Donc, qu'est-ce qu'à un moment, dans telle situation ou telle scène, un personnage a en jeu, enfin, littéralement, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue là pour lui, qu'est-ce qu'il a à perdre ou à gagner dans telle situation, pourquoi il se bat, quelle peut être l'issue pour lui de ce trajet narratif, quoi. Et par exemple, je sais pas, enfin, on va voir après de toute façon avec des exemples. Il y a ensuite, les enjeux peuvent concerner plusieurs personnages, donc être des enjeux, je dirais, relationnels. Qu'est-ce qui se joue à un moment pour une relation, quoi, de personnages entre eux, ou comment les relations aussi entre les personnages vont influencer l'histoire générale, quel impact elles vont avoir sur l'histoire. Et puis, il y a des enjeux plus collectifs ou universels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'à un moment, un élément narratif, une situation, une scène, un chapitre, enfin, là, va avoir comme impact sur je sais pas, l'environnement du livre dans son ensemble, la société, une communauté de personnes, ou sur des thèmes plus universels, donc sociaux, je sais pas, ou vraiment universels, la mort, l'amour, la vie, enfin voilà. Donc qu'est-ce qui se joue à un autre niveau que simplement les personnages. Ça va, c'est assez abstrait en fait tout ça. Je me suis dit après avoir choisi le sujet, je me suis dit c'est quand même il va falloir apporter du concret dans tout ça. Et donc la plupart du temps, les textes sont à enjeux multidimensionnels, enfin à multi-enjeux, quoi. À l'inverse, ce serait attention aux textes sans conflit. Moi, alors pour le coup, s'il y a un truc dont je peux être sûre, à la limite, dans tout ça, c'est très très difficile, a priori, de maintenir un niveau d'attention ou de tension narrative sans conflit aucun, quoi. Avec des histoires où tout glisse, des personnages où tout va bien, et puis voilà, où il n'y a pas un moment de conflit du tout. C'est où que je vois l'heure là-dessus? Ah oui, ok. Ça va. Ouais, en même temps. Une question. Oui. J'ai oublié. Je réalise que j'ai oublié de répéter les questions à chaque fois. Vous entendez les questions du public? Non, hein, pas du tout. Zut. Je ferai attention à répéter les questions. Il y a une question, c'est peut-on préciser ce qu'on entend par conflit
Ah oui, bonne question. En fait, oui, conflit, c'est-à-dire c'est un mot, c'est plutôt une tension. Ah oui, je la vois là. C'est plutôt une... Aurais-tu, toi? Faudrait couper tous vos micros. Et pourtant, ils sont coupés. Ah non, il y a Margot qui n'a pas son micro coupé, peut-être, parce qu'apparemment, ça crée des interférences. Désolée. C'est plutôt une tension. Quand je dis un conflit, c'est-à-dire à un moment, deux enjeux, deux personnages différents vont avoir des enjeux qui entrent en tension, qui sont contraires, quoi. Disons que si l'un atteint son objectif, ça se fait au détriment de l'autre. Enfin bon, là c'est assez caricatural, mais en gros c'est ça qui va à un moment créer une tension. Ou ça peut être d'un personnage avec la société, le monde dans lequel il évolue, ou d'un personnage avec un élément de son passé qui va venir, le mettre à un moment en tension par rapport à là où il veut arriver. C'est clair, ça va ? Je ne sais pas qui a posé la question. C'est à distance. Oui. Ça peut être un personnage avec lui-même, oui, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est ça, c'est avec un élément de lui-même, de son passé, de sa personnalité, j'en sais rien, un trouble, en fait, il y a 1000 façons, même très légères et très subtiles, de créer une tension. Hein, c'est pas du tout... parce que c'est vrai que quand on parle d'enjeux narratifs, on imagine... On a tendance à imaginer des trucs très scénarisés. Ça peut l'être, mais pas forcément. Ça peut être des choses très subtiles, très, intimes, psychologiques, mais qui vont quand même créer en tout cas, qui vont soulever des questions, quoi. Si je dis créer une tension, c'est aussi qui vont poser des questions, et c'est aussi les questions que ça pose qui font qu'on a envie de tourner les pages. Voilà, c'est pas forcément une histoire de dingue qui fait qu'on tourne les pages. Parfois, c'est juste un élément qui nous fait dire jusqu'où ça va aller, comment il va s'en sortir, est-ce qu'on va avoir la réponse à cette question-là, et puis on a envie d'avancer dans l'histoire parce qu'on est titillé par un élément qui nous semble irrésolu, quoi. Ça peut être par exemple un personnage qui est on conseille en tant que lecteur être dans le déni. Et c'est un bon exemple, ça ou pas? Concède, par exemple, plus précisément. Nous, on a des éléments que lui n'a pas. On sait qu'il est dans le déni de quelque chose. Enfin, ah oui, je répète juste pour les... Donc effectivement, oui, ça peut être un personnage, par exemple, où le lecteur, ce que tu dis, c'est le lecteur a des informations que le personnage, a priori, ne voit pas, quoi. Ouais. Donc on en conclut que le personnage est dans le déni. Et que le personnage est dans le déni. On peut s'attendre à ce que plus tard, il comprenne. Par exemple. Dans ce sens-là, je voyais. Oui. Ok, ça va jusque-là. Très bien. Alors, je vais prendre un exemple. En fait, voilà, je me suis dit, je vais essayer voilà, là, pour l'instant, on est toujours dans déjà comprendre tout ça, l'illustrer par un exemple, essayer de rentrer un peu dans le détail là-dedans. Et puis après, je vous parlerai plus aussi de mes expériences à moi d'écriture et de voir, et de pourquoi, finalement, cette intention, je pense qu'on peut aussi la trouver en cours de route et quelles conséquences ça a, et ça, on en parlera après. Mais alors, je voulais prendre un exemple. J'ai réfléchi longuement à un exemple qui puisse parler un peu à tout le monde, et puis bon, je trouve bien qu'il parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que si. J'ai pris l'exemple de 1984 d'Orwell. Je me suis dit, même si potentiellement personne l'a lu, parce que c'est pas forcément au final le livre qu'on a lu, mais peut-être que on sait tous à peu près. Voilà, tout le monde connaît à peu près le pitch, quoi. Et puis il est assez parlant. C'est assez facile à identifier. Donc en gros, Orwell, il écrit 1984 pour principalement avertir contre les dangers du totalitarisme et de la surveillance d'État et du contrôle que l'État peut exercer sur la libre pensée, quoi. Notamment par les réécritures du passé. Donc l'intention, a priori, son intention, encore que l'intention réelle, honnêtement, il n'y a qu'en discutant avec l'auteur qu'on pourrait la savoir vraiment. Hein, mais a priori, l'intention, elle est plutôt politique,
social ou philosophique, quoi. Politique, parce que ça va être montrer comment comment les régimes autoritaires peuvent s'emparer de la vérité et réprimer les libertés individuelles, quoi. Elle est philosophique parce qu'en fait, à travers cette histoire-là, il questionne la notion même de vérité et de mémoire, c'est-à-dire dans un monde où on peut réécrire la vérité, quelle est-elle, quoi, finalement. Donc il y a vraiment toute une intention philosophique aussi derrière. Et puis, on pourrait même rajouter en fait une intention plus émotionnelle, disons, qui serait la volonté de nous plonger, nous, lecteurs, dans un environnement, dans une atmosphère hyper oppressante, qui nous fasse non pas seulement comprendre politiquement et philosophiquement, mais éprouver l'angoisse de ce contrôle-là. Donc disons pour l'intention. Et ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, c'est que là, de façon assez très claire, intention et enjeu sont très liés. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, de voir comment finalement l'un renforce l'autre, quoi. Donc pour en venir aux enjeux, alors là, pour le coup, ils sont aussi à multidimension, quoi. Il y a, ça rejoint un peu les niveaux d'enjeux dont je vous parlais juste avant, là. Donc il y a l'enjeu du personnage principal, Winston Smith, de son petit nom, qui est, donc lui, d'une part, il a son combat pour préserver son humanité et sa liberté face à ce régime-là, quoi. Il a aussi son désir de vérité. Donc pour vous donner, je sais pas qui l'a lu d'ailleurs. Ah ouais, quand même, ça va. Qui l'a pas lu mais voit ce que c'est. Enfin, connaît à peu près les... Ouais, ça va. Donc je me suis pas trop trompée. Donc lui, il travaille, le personnage principal dans le livre, il travaille pour un ministère de la vérité qui a pour mission de réécrire justement un peu l'histoire, quoi. Et donc il y a son désir de vérité et de liberté à lui dans un monde qui falsifie la réalité. Et puis il a un tout autre enjeu parallèle un peu qui est sa relation avec Julia, qui dans ce contexte-là est en soi donc il y a l'arche narrative de la relation en tant que telle, mais en plus elle vient renforcer les intentions premières, puisque dans ce monde-là, elle est en soi un acte de rébellion, la relation, quoi, et de résistance. Et pour traiter ces enjeux-là, il y a un outil que Orwell utilise qui est intéressant, et je me suis dit, c'est aussi se poser, une fois qu'on a tous les enjeux, c'est se poser la question de quels outils on a, comment on fait pour les traiter, ces enjeux-là. Et là, par exemple, entre autres choses, il utilise dès le début l'écriture du journal. C'est-à-dire le personnage a un journal qui permet de traiter de ces enjeux plus intimes, donc de la pensée du personnage, et surtout qui permet aussi de répondre aux intentions, puisque l'écriture du journal étant un acte interdit, ça en fait aussi en soi un acte de rébellion, quoi. Ok. Ensuite, donc ça c'était les enjeux du personnage. Après, il y a les enjeux de la société, de la société dans le monde fictif du roman. Donc, qui sont en gros les enjeux du parti, quoi. Donc le parti il y a le premier enjeu, le parti qui cherche à maintenir un contrôle total de la population, quoi, en éradiquant les libertés physiques et la liberté de penser. Et puis, il y a l'idée de surveillance par Big Brother qui est la manipulation du langage qui va avec et qui vise à annihiler même toute possibilité de rébellion face à ce contrôle. Donc ça, c'est vraiment les enjeux de la société. Et là, on voit très très bien, de façon limite caricaturale, que les enjeux de la société sont en conflit, donc en tension avec les enjeux du personnage, clairement. Et c'est ça qui fait, c'est entre autres qui va, on parlait de conflit tout à l'heure, là c'est un exemple hyper éloquent.
est assez basique. Hein. Enfin, voilà, ça va maintenir ce niveau de tension parce qu'on se dit comment il va bien pouvoir, comment ça va pouvoir se résoudre, quoi. Et puis après, il y a des enjeux pour le lecteur. C'est encore un autre niveau l'autre niveau d'enjeu qui rejoint l'intention que je disais au début plus émotionnelle, c'est-à-dire nous plonger dans cette atmosphère oppressante. Et l'enjeu pour le lecteur va être de nous pousser à nous interroger sur la fragilité et la vulnérabilité de nos libertés. Notamment parce à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin, il finit par dire « j'aime Big Brother ». Quoi. Et donc, ça nous questionne finalement sur la fragilité de nos propres libertés et à quel point c'est facile finalement de les détruire. Quoi. Ça va ? Oui. Et donc là, il y a ce qui m'intéressait aussi dans cet exemple, c'est qu'il y a un lien très fort entre intention et enjeu, qui est assez visible, quoi. Parce qu'effectivement, une intention claire va renforcer les enjeux et inversement. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de lier les deux thèmes, parce que c'est quand même en questionnant l'un qu'on a des réponses pour l'autre, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même utile d'avoir une intention à la fin, mais pas forcément au début. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur tout ça ? Ou je finis peut-être avec l'exemple et puis on fera une petite session de questions si vous voulez avant de passer à la suite. Qu'est-ce que je disais ? Oui, que les enjeux, les liens entre enjeux et intention. Ce qui va, en fait, il y a différentes possibilités. C'est-à-dire, la plupart du temps, comme c'était le cas là dans l'exemple, les enjeux vont converger vers une intention. Ce qui va créer un texte assez focalisé, je dirais. Vous n'entendez rien, augmentez le volume. Je suis censée faire quelque chose ? Ah non, ça va ? Ok. Vous entendez ? Tout va bien. Et donc, par exemple, là, dans 1984, les enjeux, la plupart des enjeux, donc personnels, de la société, du parti, et puis plus collectifs, on va dire, pour le lecteur, servent plus ou moins tous l'intention initiale, politique ou philosophique d'Orwell, de dénonciation du totalitarisme. Je caricature pas mal, c'est pas caricature, mais je simplifie un peu. Et qu'est-ce que j'en ai dit ? Oui, ils vont tous plutôt dans le même sens. Après, il peut y avoir parfois des enjeux plutôt secondaires, disons, qui vont enrichir le texte sans être forcément directement liés à l'intention et sans être indispensables. En l'occurrence, par exemple, la relation entre Winston et Julia, qui va être quand même un enjeu hyper important et intéressant et apporter une dimension supplémentaire, mais qui au fond n'est pas directement nécessaire à l'intention première de dénoncer le totalitarisme. Donc il y a les enjeux qui sont directement liés aux intentions principales, et puis il y a les enjeux un peu plus annexes, et c'est tout ça ensemble qui va créer une sensation de richesse aussi du texte. Il n'y a jamais, je pense, après ça dépend, il y a des textes très courts, tout existe, mais il y a rarement un seul enjeu, quoi, quand même. En général, du simple fait qu'il y a plusieurs personnages, qu'il y a des personnages et un environnement, qu'il y a du collectif et de l'individuel, qu'il y a des lecteurs, forcément, il y a des enjeux à différents niveaux. Après, attention à la surcharge d'enjeux aussi, quoi. C'est un peu un juste équilibre à trouver entre suffisamment d'enjeux pour que ce soit riche, dense et que ça maintienne l'attention à différents niveaux, mais pas non plus trop et que ça parte dans tous les sens. Et c'est là que la question de l'intention ou des intentions est intéressante, parce que c'est elle qui va vous aider à trier aussi les enjeux et à vous dire est-ce que ça c'est vraiment
important, nécessaire? Est-ce qu'il faut passer du temps dessus ou pas? À quoi ça répond comme question? À quoi ça vient, qu'est-ce que ça vient traiter comme intention, comme thème? Comme thème qui sous-tend l'ensemble, quoi. Ouais, ça va? Est-ce que vous avez des questions concernant tout ça, cet exemple, le reste ou pas? Oui. Vous dites que la relation avec Julia n'est pas forcément nécessaire par rapport à l'intention. Parce que si on enlève ça, le maintenir l'intérêt de la lecture est un peu plus compliqué quand même. Parce que sinon, on a quoi les trucs qui tombent, qui réduisent. Oui, c'est ça, ça devient... Oui, la question est, si on enlève la relation avec... en disant que la relation n'est pas forcément indispensable, si on l'enlève, ça appauvrit. Oui, bien sûr, mais c'est en ça qu'elle n'est pas... elle n'est pas indispensable à traiter l'intention première du texte, enfin de l'auteur. En revanche, elle a une nécessité narrative. Elle n'est pas nécessaire, mais nécessaire quand même. En tout cas, elle apporte autre chose. On pourrait très bien traiter simplement du conflit entre un personnage et la société, le monde qui l'entoure, sans mettre de relation amoureuse dedans. Enfin, ça aurait pu marcher. Après, il aurait fallu développer, j'en sais rien, mais développer d'autres choses autrement, etc. Mais elle vient apporter, et c'est en ça que je dis, c'est intéressant d'avoir plusieurs enjeux, d'avoir des arches qui se croisent, des enjeux qui se croisent, pour enrichir. Sinon, on s'en tient vraiment à la substantifique moelle. Ouais, bonjour. Donc il peut y avoir des enjeux qui ne sont pas liés à l'intention, hein, c'est ça? Il peut y avoir des enjeux qui ne sont pas directement liés. Ouais, parce que moi j'ai un peu l'impression qu'en fait les intentions, ça serait comme des thèmes, mais quand même assez précis, hein, pas des grands thèmes. Et les enjeux des illustrations de ces thèmes, des mises en Ouais, c'est des mises en narration, je dirais. C'est-à-dire les enjeux, c'est vraiment des questions qu'on va se poser pour la narration du texte, pour l'écriture. C'est... À un moment, j'écris une... par exemple, j'avais pensé à des... Tiens, c'est vrai, j'avais pensé à des exercices qu'on va pas forcément faire là, mais dont je peux vous parler. Tac, attendez, oh là là, je m'en mets des pinceaux. Ouh, pardon. Je vais faire oublier. Attends. Sur les enjeux, mais on pourra en parler après des exercices, mais par exemple, ce qui peut être intéressant, j'avais déjà fait cet exercice, c'est de... voilà, par exemple, choisir un enjeu du texte, par exemple, je ne sais pas, voilà, le personnage veut retrouver sa liberté, et puis prendre une scène et se poser vraiment les questions. En fait, voilà, l'enjeu, c'est se poser les questions. Qu'est-ce qui se passe si le personnage réussit à atteindre, à retrouver, en l'occurrence, sa liberté? Qu'est-ce qui se passe, au contraire, s'il échoue? Et qui d'autre, dans l'histoire, est affecté par cet enjeu? Et ensuite, d'écrire une scène qui, par exemple, qui montre une conséquence directe de cet enjeu sur l'histoire. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer forcément tout de suite dans le détail des exercices, mais c'est intéressant. Voilà, l'enjeu, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un outil narratif, quoi. C'est se demander, ok, cet enjeu, il impacte qui d'autre? Parce que les personnages sont liés, hein, dans une histoire. Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce que les autres y gagnent? Qu'est-ce qu'il y perd et les autres? Et qu'est-ce qui se passe surtout? Qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire de manière plus globale, dans tout mon roman, dans tout mon texte, si le personnage réussit ou s'il échoue. Donc c'est pour ça que l'enjeu, c'est vraiment un outil de travail de la narration, qui peut être lié qui est d'ailleurs lié à des choix assez conscients dans l'écriture. J'ai deux questions. Oui. Deux questions de gens qui sont connectés, deux questions qui se connectent aussi entre elles. Oui. C'est Bulle qui demande: l'intention peut se révéler conscientisée au fil de l'écriture, et l'autre, c'est de Frédéric. Est-ce que ce n'est pas au stade de la réécriture, voire de l'édition,
que les enjeux trop secondaires peuvent être dégraissés? Ah oui, alors très bonne question. Alors la première, j'y venais juste après, donc on y répondra, mais tout à fait, je vais en parler. C'est d'ailleurs tout mon point, tout ça c'était pour en arriver là. Et la deuxième question, oui, bien sûr, c'est tout à fait la réécriture, les réécritures en fait, que ce soit soi-même ou à l'édition avec un éditeur, mais qui peuvent nous aiguiller et au final faire sauter des enjeux dont on se rend compte après coup qu'en fait ils n'étaient pas forcément nécessaires et qui viennent diluer le texte et l'histoire plus que l'enrichir, quoi. Et parfois il faut avoir écrit déjà toute une première version pour se rendre compte de ça. Mais notamment, ça rejoint beaucoup la première question, effectivement, parce que une des conséquences de connaître ou non son intention dès le départ va être notamment sur la réécriture. Je vais en parler justement juste après, mais on finit peut-être sur s'il y a des questions déjà sur tout ça. Mais vous parlez d'intention primordiale, donc on pourrait avoir plusieurs intentions, ou bien c'est pas très bien d'avoir trop d'intentions parce que parfois on a tendance à partir dans plusieurs. Oui, alors je répète juste là. Donc est-ce qu'on peut avoir plusieurs intentions? Oui, c'est ce que j'en parlais au début, justement sur les différents niveaux d'intention. On peut, tout à fait, avoir une intention qui soit à la fois une intention. Si je reprends les différents niveaux que j'avais listés, et il y en a peut-être d'autres, mais bon, voilà, disons pour faire plus synthétique, intention narrative. Je veux écrire un polar horrifique. Intention émotionnelle. Je veux, du coup, comme c'est horrifique, faire ressentir l'effroi, et la peur, plonger mon lectorat dans un climat d'effroi, quoi. Et puis, intention plus sociale ou philosophique, à travers ça, ce dont je veux parler, c'est la domination de certains êtres sur d'autres et dénoncer quelque chose à ce niveau-là. Donc en fait, il peut très bien y avoir différents niveaux d'intention. Après, vous disiez, effectivement, on peut en avoir trop et s'éparpiller. Oui, bien sûr, l'idée n'est pas d'avoir... quand même d'arriver à un moment à cadrer tout ça, à le conscientiser, en tout cas. C'est qu'il y a un moment où on sort de l'écriture purement intuitive pour aller quand même vers des choix plus conscients. Et les enjeux résultent de ces choix conscients. Les enjeux, pour le coup, c'est quelque chose qu'on doit, au bout d'un moment, être capable de conscientiser. Ça va? Est-ce qu'il y a... Oui, je regarde. Alors si, alors voilà, alors j'en viens à justement jusqu'à quel point écrire, c'est peut-être la partie la plus intéressante d'ailleurs, autant garder le temps. Jusqu'à quel point écrire ou non avec une intention, et puis quelles conséquences ça a, quel impact ça a de la connaître très vite, de la conscientiser très tôt ou pas. Je vais vous, pendant que j'étais en train de préparer la masterclass, j'ai entendu un podcast, j'ai entendu Lola Lafont parler, que vous devez connaître, qui était à la Maison de la Poésie, et elle était justement la fille l'a questionnée sur la manière dont elle trouvait ses sujets, je crois. Mais pour moi, ça rejoignait vraiment la question de l'intention. Et elle disait que les sujets s'imposaient à elle, que c'était un genre d'enquête, qu'elle allait revenir sur quelque chose qui l'obsède. Et elle donnait l'exemple de son roman Chaviré. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou l'ont lu. Et c'était vachement intéressant ce qu'elle disait, parce que elle disait, quand j'ai écrit Chaviré, je me suis jamais dit, en tout cas avant très longtemps, en démarrant le roman, que j'allais écrire sur une femme dans les années 80 qui est victime d'une machination et d'abus, et là. Elle dit non, j'avais juste la conscience que je voulais écrire le parcours d'une femme de 13 à 50 ans, en gros, et je savais
que quelque chose allait ressortir de son passé qui était comme une épine sous sa peau. Et elle dit, voilà, au début, j'avais que ça, cette épine sous sa peau. C'est vague. Et elle dit, j'ai vraiment commencé l'écriture avec juste ça, quoi. Et en fait, ce que moi, je suis assez d'accord. C'est plutôt ma manière de travailler aussi. C'est-à-dire qu'on va parfois lentement vers le sujet. On peut vraiment démarrer avec une idée, une image, je sais pas, une phrase, parfois, un mot, un truc comme ça, où on sent la nécessité d'écrire quelque chose. Et puis ensuite, il y a quelque chose de l'ordre quand même de l'oubli, quoi, du lâcher-prise, du rêve qui va s'activer, qui n'est pas forcément au départ de l'ordre de la volonté consciente, je pense. Mais après, il y a 1000 manières de faire. Hein. Enfin, pour le coup, c'est un peu voilà, si je prends l'allégorie, je sais pas, si on se dit que l'écriture est un peu un voyage, comme dans un voyage, il y a les planificateurs qui vont organiser le voyage et réserver tous les hôtels à l'avance et les restaurants, etc. Et c'est super. Et ça permet souvent d'en faire plus et mieux. Et puis, il y a les découvreurs qui partent un peu à l'aventure sans trop savoir où ils vont. Dont je fais partie, donc je peux parler en connaissance de cause, c'est super, ça ouvre à la surprise, ça ouvre à des bonnes surprises souvent, mais ça demande de se réadapter pas mal, et en général, il y a au moins 1 ou 2 journées pourries, quoi, qu'on évite si on a tout organisé. Donc il y a forcément la journée où on se dit « Ah bah tiens, c'est le jour où je vais aller faire ça », puis en fait c'est fermé le mardi, il fallait réserver 3 semaines à l'avance, puis évidemment on n'a pas réservé, il n'y a plus d'hôtel dans le coin, donc il faut reprendre 3 bus pour aller, voilà. Donc il y a toujours là où les 2 journées qui ne marchent pas, quoi. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire dans l'écriture, il va y avoir les personnes qui ont plus besoin d'avoir une intention très claire dès le départ, de structurer à l'avance, de faire un plan, parce que finalement l'intention permettant d'identifier aussi des enjeux clairs va permettre de construire l'ensemble de façon beaucoup plus claire dès le départ. On ne fait pas un plan très précis si on ne sait pas très bien déjà de quoi on veut parler, quoi. Et ça peut très très bien fonctionner. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes qui ont besoin de tâtonner, de se laisser aussi porter par une idée, de voir où ça emmène, et de laisser aussi opérer cette magie de l'écriture. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment une magie qui fait que quand on commence à écrire, on ne sait pas où ça peut nous emmener. Et c'est aussi ce processus-là même qui est intéressant dans l'écriture. Voilà, en tout cas, alors là, moi, si je parle pour le coup, là, à titre plus personnel, moi, je sais que c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est Marguerite Duras qui disait, qui a écrit dans Écrire, là, enfin, un livre super d'ailleurs sur l'écriture, où elle met si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce serait pas la peine. Et je suis assez, pour ma part, je suis d'accord avec ça, mais disons que c'est plutôt ma manière de voir les choses aussi. Après, je pense que c'est pas pour autant que écrire avec un plan précis, une intention précise dès le départ, en tout planifiant, et ne marche pas. Enfin, ça, voilà. C'est vraiment selon les textes, selon les auteurs. J'imagine que si je me mettais demain à écrire de la science-fiction, il faudrait cadrer beaucoup plus et planifier tout plus, quoi. Et donc, pourquoi je vous raconter tout ça ? Oui, sur l'idée que l'intention, elle peut se trouver... Quand même, souvent, ça arrive donc de démarrer avec une idée, voilà, pas forcément une intention, et puis de trouver l'intention en cours de route, avec l'écriture. C'est prouvé en plus, hein. Enfin, je veux dire, il y a 1000 études qui montrent que l'écriture est un outil de pensée. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est aussi écrire qui aide à penser, c'est écrire qui aide à comprendre ce qu'on a envie de dire, de raconter, c'est à voir ce qui sort aussi quand on creuse un sujet. Donc c'est très courant de trouver finalement son intention au bout de 100 pages, quoi. Et c'est pas du tout un problème en soi.
ce qui est intéressant et important à savoir, et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de réécriture, c'est que la différence va se jouer à la réécriture. Ça aussi, voilà, je suis pareil, je me dis, en fait, c'est ça la conclusion à laquelle je suis arrivée. Si on a tout, voilà, si on a une intention très claire dès le départ, qu'on identifie des enjeux clairs, du coup, on peut faire un plan ou pas, hein, mais imaginons, voilà, quand même, qu'on arrive à faire une trame assez précise, etc. A priori, on a moins de surprises. La V1 à laquelle on va arriver à la fin, il y a toujours de la réécriture à faire, mais elle sera cohérente, quoi, elle tiendra la route, quoi. Si on comprend son intention au bout de 100 pages, il y a de fortes chances pour que les 100 premières pages, elles soient quand même sacrément à retravailler. Ce qui n'est pas grave, hein, mais il faut être conscient de ça. On peut se laisser aller à l'écriture intuitive, se dire, voilà, je vois où ça me mène. Mais en général, et encore il peut y avoir des exceptions, hein, mais en général, il y aura quand même un retravail beaucoup plus grand. Et dans la réécriture, une fois qu'on a trouvé cette intention, qu'on a identifié les enjeux, etc., c'est justement à eux qu'on va poser des questions pour la réécriture. C'est cette intention, c'est ces enjeux qui vont pouvoir nous aider à faire cette fois les bons choix conscients pour réécrire. Ça va ? C'est clair pour vous tous, ouais. Qui est plutôt planificateur ou plutôt découvreur ? Planificateur ? Ouais. On peut faire un peu des deux. Ouais. On peut faire un peu des deux, ouais. Avoir un plan global et puis après Oui. Changer des choses. Oui, bien sûr. Alors oui, bien sûr, un plan est jamais gravé dans le marbre. Hein. Ouais, je veux dire, on peut toujours changer, on peut toujours tout changer d'ailleurs, jusqu'au dernier moment. Hein. Mais en général, voilà, si on a tout très très bien cadré, a priori, on a moins de surprises d'un coup à dire. Mais on peut très bien se dire, prendre conscience au bout d'un moment de « Oh, mais en fait, c'est ça que je voulais raconter, quoi. » Une épiphanie. Le plan général, et puis il y avait une auteure qui était venue parler, elle a un plan détaillé pour chaque chapitre. Oui. Et après, donc là, effectivement, c'est déjà écrit, c'est déjà préécrit quand même. Et là, c'est déjà assez préécrit. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est vraiment des démarches différentes. Et les deux fonctionnent. L'important, c'est d'arriver à trouver. Et parfois, on ne le sait pas forcément tout de suite. Hein. C'est-à-dire, c'est aussi en tâtonnant, en cherchant, en écrivant un premier texte, puis un second, puis un troisième. Et j'imagine qu'on évolue tout au long de son travail d'écrivain et de trouver ce qui, à vous correspond le mieux. Moi, en objectif manuscrit, j'ai vraiment tout type de profil. C'est-à-dire, j'ai des personnes qui ont vraiment besoin d'un plan, d'autres pas du tout. Mais voilà, il y a un moment où, quoi qu'il arrive, c'est nécessaire. Enfin voilà, il y a un moment où on est censé pouvoir faire une trame. C'est rare d'écrire complètement au fil. Enfin, on peut écrire 500 pages comme ça au fil de l'eau, mais là, il y aura un travail de restructuration après qui est très, très grand, quoi. Donc, c'est là où on met son énergie, en fait, je dirais. Et là où on préfère mettre son énergie. Et c'est là aussi où vous allez, en écrivant, comprendre là où vous préférez mettre votre énergie. Moi, vraiment, ça m'a pris un petit cheminement, mais je sais aujourd'hui que je préfère mettre mon énergie dans la réécriture, arriver à une espèce de première version un peu... parfois un peu squelettique ou un peu grossière, hein, et puis avoir un gros travail de repasse, de réécriture, de réflexion, de restructuration, etc., plutôt que sur un plan. J'ai fait une fois, j'ai fait l'exercice pour me dire, au moins j'aurai le cœur net. J'ai fait une fois l'exercice d'imaginer toute une histoire, vraiment très consciemment, avec un plan très précis, des enjeux. J'ai vraiment fait l'exercice, théorique, etc. Puis j'ai fait... donc j'ai tout fait, voilà, tout bien. Et en fait, une fois que j'avais tout mon plan, les détails des chapitres, etc., c'est bon, elle existait, quoi. J'avais plus du tout besoin de l'écrire. Et ça m'intéressait, mais alors plus du tout d'aller l'écrire, en fait. Tout était là. J'aurais pu la confier à quelqu'un d'autre et dire, vas-y, il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, mais je devrais essayer, tiens. Par exemple, vous avez fait comment pour écrire en théorie, tout va bien ? Alors oui, je vais parler de mes expériences, si vous voulez.
dans les deux, dans mon premier roman et dans le dernier, là, c'est un peu différent. Je peux peut-être parler du plus récent d'abord, parce qu'en plus, il est plus parlant. Désolée, du coup, c'est le plus ancien, mais j'y viens après. Donc, mon dernier roman, qui s'appelle L'Éclipse, et lui est vraiment parti d'une image, mais vraiment une sorte de vision que j'ai eue moi-même un jour pendant une balade en forêt, où je marchais dans une forêt, un grand parc, on va dire, en Chine, justement, donc je marchais avec mon compagnon et qui portait en porte-bébé notre petite de 1 an, et puis il marchait loin devant, il m'attend pas, ou moi je suis à la traîne et ça me va bien aussi, voilà. Et puis ça avançait, et puis la distance se creusait entre nous comme ça, dans les feuilles, dans les araignées, et à un moment la pensée m'avait traversée je pourrais faire demi-tour là et il s'en rendrait pas compte, quoi. Et j'en avais pas l'envie, a priori je l'aurais jamais fait, mais ça m'a vraiment marquée. C'est vraiment resté très fortement ancré comme image poétique, presque cette disparition dans la nature, parce qu'à un moment, la distance devient presque trop grande à combler. Et c'est resté dans un coin de ma tête, presque inconsciemment, sans que j'y pense vraiment, et c'est au moins 2 ou 3 ans après que j'y pensais encore, c'est pas que ça m'est revenu, et je me suis dit, mais en fait, il faut que j'écrive cette scène, et puis on verra où ça emmène, quoi. Et donc voilà, tout est parti de l'écriture de cette scène, mais sans savoir du tout où ça allait m'emmener. Et après, c'est par des questions un peu logiques qu'on se pose de c'est bien beau de disparaître dans la forêt, mais qu'est-ce qu'elle fait après, quoi. Et de se dire alors faudrait qu'elle trouve une voiture, puis alors faudrait que je sais pas, elle va sauter dans un bus, et puis donc s'engage à une sorte de périple qui, alors là pareil, je l'ai post-rationalisé, mais sur le coup, je ne sais pas pourquoi, l'emmène vers le Grand Nord. Etc. Voilà. Et puis, le texte se passe après en grande partie en Islande, où je finis moi-même par avoir une résidence. Donc, tout ça finit par faire sens, mais au début, c'est très mystérieux, quoi. Et puis, en fait, je comprends assez tard dans l'écriture du texte que, oui, c'est né de cette image, mais finalement, mon sujet principal, c'est pas l'abandon maternel. Alors, bien sûr, ça va être latent dans tout le texte, c'est inévitable. Je peux pas poser de cette scène et puis ne pas le traiter. Donc, puis c'est traité, même à la fin, voilà. Mais en fait, je réalise que c'est avant tout un texte sur l'envie la soif de liberté, d'aventure, l'envie de faire d'un personnage féminin une aventurière aussi, éprise de liberté, ce qui est très rare. En général, c'est plutôt des hommes, quoi. L'envie aussi de parler de réinvention de soi, de reconstruction, de à quel point on peut se réinventer quand on a ce passif-là, qu'on porte quand même et qu'on cache, et jusqu'à quel point le passé nous rattrape ou pas. Donc il y avait plein de thèmes finalement plus larges, qui étaient les thèmes qui m'intéressent le plus et que je portais vraiment, en fait, plus que simplement le fait de disparaître et en tout cas d'abandonner un enfant. Après, c'était quand même nécessaire, là, pour le coup, pour en avoir pas mal parlé après, ça pose un enjeu beaucoup plus fort, qui crée une attente dès le départ, qui crée aussi l'envie de comprendre et de tourner les pages. Si elle était juste partie quittant son mec dans la forêt, c'est un couple qui se sépare, ça fait pas un enjeu dramatique dingue, quoi. Le fait qu'il y ait un enfant, ça cristallise quelque chose de beaucoup plus fort, quoi. Et est-ce que finalement, c'est pas juste un cadre pour poser des obsessions plus anciennes? Et ça aurait pu partir d'une autre image, on aurait eu les mêmes obsessions qui reviennent. Oui. De manière. Oui, la question c'est, est-ce que c'est un cadre pour poser les obsessions plus anciennes? Je pense que, honnêtement, oui. Je pense qu'en fait, on écrit, moi je réalise de plus en plus qu'en fait, c'est les mêmes, beaucoup des mêmes choses, pas exactement, mais c'est quand même beaucoup des mêmes thèmes qui reviennent, et donc notamment aussi c'est un peu bateau, hein, mais de temps qui passe et de l'impact qu'il a sur les êtres et de comment on navigue là-dedans, comment on se construit, comment de la mélancolie que ça charrie aussi.
Et pour revenir à donc du coup le premier en théorie tout va bien, qui lui date pas mal. Alors lui c'est pareil, c'était parti d'un. En fait j'avais écrit, alors là pour le coup il y a vraiment très 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 longtemps, un texte comme ça je sais même plus exactement, mais en gros vu par un enfant quoi, un texte une voix d'enfant qui racontait une situation de famille, du quotidien. Et j'aimais bien ce travail de l'enfance. Puis j'en ai rien fait, je l'ai laissé dans un placard et je sais pas, j'y ai plus du tout touché, je l'ai un peu oublié. Et pas mal de temps après, on m'a raconté un fait divers de un homme qui avait une double vie. Et non seulement une double vie, mais il avait reproduit à l'identique, quasiment, c'est vraiment partie d'une histoire réelle que j'ai entendue, de cet homme qui avait reproduit presque à l'identique 2 familles. C'est-à-dire avec presque la même déco dans l'appartement, il y a un truc vraiment de dédoublement en miroir comme ça qui m'avait fascinée quand j'avais entendu cette histoire. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ça a fait tilt et je me suis dit « Ah, mais c'est ça l'histoire de cette petite... qui raconte sa vie, voilà. Et donc je me suis dit, je vais raconter cette famille-là, ce secret du père, là, mais c'est elle qui va découvrir tout et qui va raconter par sa voix de l'enfance. Alors elle grandit, parce que ça se passe aussi sur un certain temps, mais par sa voix d'enfant, puis d'adolescente, puis de jeune adulte, cette histoire-là. Et donc là, bien sûr, ça parle de famille, de secrets, de ce qu'on tait ou ce qu'on découvre, de tout ça. Mais j'ai réalisé qu'en fait, le fait de l'écrire sur si longtemps et par la voix de cet enfant, c'était en fait vraiment un texte sur la sortie de l'enfance, quoi. Sur qu'est-ce qui fait qu'on devient adulte, parfois trop tôt, trop brutalement, et comment on se construit avec ça. Mais de manière plus générale, en fait, ça pourrait être dans une famille sans secret, sans rien. C'est à quel moment on est sorti de l'enfance. Et voilà, c'est ça au fond qui m'interrogeait. Et pour revenir donc à cette histoire de réécriture, pour parler donc plus récemment de l'éclipse notamment, une fois que j'ai compris tout ça, assez tard, je pense après une première V1, une V1 donc quand même relativement, comme je disais, squelettique. Moi j'ai tendance à aller vraiment à l'essentiel, quoi. C'est pas bavard quand j'écris au départ. Je peux pas dire que ça coule comme ça. J'ai toujours peur d'en faire trop, que ce soit pas subtil. Donc en général, c'est tellement subtil que ça en devient un peu squelettique. Après, il y a un énorme travail de réécriture, d'enrichissement. Et là, pour enrichir, c'est en étant consciente de l'intention, des enjeux des personnages et de ce que je veux raconter que je vais trouver comment enrichir et où. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelle heure est-il? Ah, ça va, on a encore le temps. Question. Oui. Est-ce que notre lecteur doit avoir claire l'intention que nous avons donnée à la lecture? Il faut que ce soit clair pour le lecteur, ou ça peut guider tout simplement l'écriture? Je pense que ça guide plutôt l'écriture. Est-ce que la question, c'est est-ce que l'intention doit être très claire pour le lecteur ou guider tout simplement l'écriture? Ça guide, c'est plutôt quelque chose qui va guider l'écriture, mais qui, normalement, si elle est claire pour vous et qu'elle s'exprime dans des enjeux clairs et des choix narratifs clairs, a priori, si on demandait au lecteur quelle était l'intention derrière le livre, il devrait pouvoir l'identifier, plus ou moins, pas forcément avec les mêmes mots, mais elle n'est pas dite explicitement, mais elle va ressortir normalement, clairement. Si on vous demande c'est quoi l'intention derrière le texte, alors vraiment, je ne sais pas, c'est louche quand même, je pense que c'est un peu bizarre. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore une demi-heure, donc n'hésitez pas. Est-ce que moi j'avais fini déjà? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Non, je crois que j'avais à peu près... Oui. Vous allez prendre des exemples à la chair de votre texte Vous voulez que je prenne des exemples Alors, je n'ai pas amené mon texte, je n'avais pas prévu. C'est assez... En fait, sur ce qui touche à l'intention, aux enjeux, c'est assez difficile parce que c'est latent. En fait, c'est quelque chose qui est plutôt latent dans tout le travail. C'est pour ça que même dans...
Même dans l'exemple que j'ai pris de 1984, si j'aurais pu prendre des... On pourrait trouver des passages de texte, mais le travail de l'intention, il est plus global, quoi. Donc, il ne s'illustre pas forcément dans des passages très précis. Justement parce cette intention, elle n'est pas forcément très explicitement dite, quoi. Oui. Moi, je travaille plutôt sur le texte court, et donc ma question d'intention, elle est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau du petit texte, du court texte, mais après, le gros travail sera peut-être de trouver une intention qui peut relier les textes, ou n'est-ce pas nécessaire dans ce genre de recueil? Alors, donc la question était, en travaillant sur les textes courts, est-ce qu'il faut une intention qui les lie tous ensemble? Alors, tout dépend de la démarche. Est-ce que c'est un recueil de nouvelles, un recueil de textes courts, ou c'est, comme je vois parfois des gens le faire, plein de textes que vous avez écrits, dont vous essayez un peu en patchwork comme ça d'en tirer un roman? Non, il n'y a pas de roman. C'est plutôt des cartes postales, Ok. des flashs, qui relient des voyages ou des découvertes ou c'est ce que je croise. Oui. Oui, je pense qu'il y a quand même une intention dans ce genre de texte-là. Alors, en revanche, la différence, elle va être au niveau de la narration. Ça ne va pas être le même travail narratif que pour un roman, mais l'intention derrière ce genre de projet va permettre de trouver un fil narratif aussi à la manière dont on agence tous ces textes. Parce que finalement, vous n'allez pas les mettre au hasard les uns à la suite des autres. Donc on cherche quand même à raconter quelque chose avec la mise bout à bout de tous ces textes-là. Et c'est là où l'intention va aider. C'est selon comment on l'organise, on ne va pas raconter la même chose. C'est ce qu'on disait sur la réécriture de son passé tout à l'heure. Selon les informations qu'on donne, on ne raconte pas la même chose, même de soi. Oui. Sur les enjeux, est-ce que ce lien entre les enjeux et l'intention, je comprends bien parce que c'est à la fois à quel moment dans l'enjeu on sent l'intention, est-ce qu'il faut poser cette question ou pas, comment dire, et est-ce que oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est quand on a l'enjeu, quand on pense à l'enjeu dans la scène, est-ce qu'il faut se poser pas mal de questions sur ce que l'intention va être en lien, comment je me situe par rapport à l'intention dans cet enjeu? Oui. Alors la question c'est, donc sur le lien entre intention et enjeu, à quel point en définissant les enjeux, on se pose la question de l'intention en fait, c'est ça? Ouais. Je pense que l'intention dans ces cas-là, elle agit comme une sorte de référent, quoi. Je sais pas, là, franchement, je sais pas s'il y a vraiment une réponse très catégorique à ça. Je dirais que l'intention, elle va servir si justement on hésite, en fait. Si à un moment on est un peu perdu, qu'on sait plus très bien, on sait plus très bien quel va être l'enjeu d'une arche narrative, d'une situation, d'un personnage, etc. Là, on peut revenir à l'intention première et se dire, ok, mais qu'est-ce que finalement je veux vraiment raconter avec ça? Et c'est ça qu'on va questionner pour avoir des réponses. Ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, on se pose la question de est-ce que je suis bien en train de coller à l'intention, quoi. Je pense que c'est là, ça surplombe un peu, voilà, c'est présent, on le sait. On peut y revenir quand on sent qu'on s'égare, mais je pense pas moi, quand j'écris, je pense pas en permanence à ce que je veux raconter, quoi. Il y a un moment où, justement, on lâche prise et on laisse aussi... faut se faire aussi confiance. Je pense qu'une fois qu'on la sait, l'intention, et puis même avant d'ailleurs, faut aussi faire confiance à cet oubli, se laisser aller à l'écriture, quoi. Et là, voilà, l'intention première, on y revient quand on hésite vraiment et qu'on a un choix à faire. Là, on peut l'utiliser pour faire ce choix. Ça répond à la question? Ouais.
Oui. Une question à distance. Ah oui, pardon, oui. C'est Samuel. Bonjour à tous. Est-ce qu'il faut, si on découvre une intention cachée qui se révèle au fil des lignes et qui se précise vraiment au point que les choses s'organisent différemment dans la narration, est-ce qu'il faut aller au bout du premier jet directement ou commencer la réécriture des éléments qui ne vont plus? Très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça dépend de l'impact que ça provoque. Ouais. Si c'est un impact mineur, je dirais qu'il vaut mieux prendre des notes à côté et utiliser ces notes pour la réécriture. Mais si c'est quelque chose qui change la direction de l'histoire, alors ça vaut le coup de... Je pense aussi. C'est-à-dire tout dépend à quel point à quel point ça transforme la démarche, quoi. Si d'un coup on se rend compte que tout ce qu'on a écrit jusque-là ne tient plus, c'est compliqué de continuer quand même, ou alors on continue mais avec toujours ce poids de se dire oh là là, je vais devoir réécrire les 100 premières pages complètement. Enfin, donc c'est un peu, oui, ça va être dans ces cas-là à vous de jauger de la force de l'impact que ça a sur ce qui a déjà été écrit. Si c'est assez important, moi j'aurais quand même tendance à dire de au moins remanier le début, même un peu grossièrement, mais voilà, partir quand même dans la bonne direction, quoi. Si c'est plutôt... Mais bon, là, de ce que je comprends de la question, Samuel, c'est une prise de conscience qui remet vraiment en cause beaucoup ce qui a été fait. Donc dans ces cas-là, je dirais oui, il faut... pas prendre le risque de partir encore plus longtemps dans une direction qui n'est pas finalement celle qu'on veut prendre, quoi. Après, je ne sais pas si ça vous arrive, de l'expérience que j'ai de tous les projets que j'ai pu suivre, c'est quand même assez rare, hein. C'est très courant de prendre conscience vraiment de l'intention un peu au fil de l'écriture, et elle se dessine, le sujet se dessine petit à petit, mais il est là, hein, quand même un peu inconsciemment dès le début. J'ai rarement vu des cas où d'un coup on se dit oh, mais en fait c'est pas du tout ça que je suis en train de raconter. Moi, d'avoir d'un coup une prise de conscience qui remet tout en question, ça arrive, hein, j'imagine, ça peut arriver, mais c'est peut-être plus rare, je sais pas. Oui, pardon. Oui. Dans le cadre de vos 2 romans, quelle était l'intention en fait? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'était peut-être pas clair quand je l'ai dit. Eh bien, du coup, dans le premier, c'était vraiment raconter... Mais tout ça, ça s'est un peu dessiné après, hein, mais c'était vraiment raconter par la voix de l'enfance une histoire familiale sur un certain temps et qui permette de montrer vraiment la sortie de l'enfance, la sortie de l'enfance en fait, et comment on se construit avec l'enfance qu'on a eue, quoi. Et dans le deuxième cas, alors il y en avait plusieurs, mais je dirais que c'était à la fois, il y avait à la fois l'idée de faire d'un personnage féminin une aventurière et prise de liberté, donc il y avait une intention comme un peu féministe, quoi, aussi. Et littéraire, hein, de textes. Alors, c'est pas de l'aventure, c'est pas un roman d'aventure, il est même plutôt contemplatif, hein, mais c'est... En tout cas, si, c'est quand même une forme de récit d'aventure, de voyage. Et puis, il y avait traité du sujet de la réinvention de soi, de la reconstruction, et le questionner, en fait. Je veux dire, est-ce que finalement, on peut... se réinventer totalement et redevenir presque une autre personne en partant au bout du monde, dans un univers vierge, en plus dans le Grand Nord, presque une page blanche, littéralement, à écrire un univers très 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 loin de soi, ou pas. Et puis il y avait bien sûr le liste traité tout au long quand même de la maternité et du regret de maternité, pour le coup. Vous avez présenté un premier roman à l'éditeur, vous êtes parvenu à une lettre d'intention, est-ce que vous êtes parvenu à dire ça? Ah oui, c'est intéressant. Alors justement, tiens, je m'étais dit, s'il restait du temps, qu'on pouvait parler de notes d'intention. Alors moi, j'en ai jamais fait de notes d'intention. Enfin si, j'en ai fait pour des demandes de bourse.
Alors là, c'est plus que des notes d'intention, c'est carrément des dossiers, c'est 10 pages d'intention, quoi. Alors là, il faut vraiment creuser. Vous avez eu la bourse Oui, j'ai eu la bourse. Là, c'est très... C'est des notes d'intention très fouillées, quoi. Où on va vraiment chercher à explorer, alors parler de la genèse du projet, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, hein, mais en général, on parle de pourquoi on a eu envie de faire ce texte-là, je ne sais pas, à quoi ça touche aussi chez soi, quels sont les thèmes abordés, détailler ces thèmes, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec le texte. C'est souvent pour des textes pas encore écrits aussi, les bourses. Donc on sait très bien que ça peut être amené à évoluer, que ça va... Voilà, ce qu'on décrit on a une intention, c'est super, et puis à la fin, le texte final, il sera peut-être un peu autre. Mais en tout cas, on va chercher dans la note d'intention, vraiment sur au moins 10 pages, à aller assez en profondeur dans les thèmes et le pourquoi on veut en parler, et comment, et ce qu'on va faire avec cet argent, quoi. En gros, c'est ça, cet argent, ces sommes astronomiques. Donc, ouais, pardon. Non, parce que je continue à... Voilà. En revanche, pour être très honnête, j'ai jamais fait de note d'intention pour un éditeur. Alors, je sais que maintenant, on me dit qu'il faut en faire... j'en ai jamais fait. J'ai fait des pitchs. À la limite, voilà, j'envoyais avec un petit... Mais je sais pas, 5 lignes, 5 ou 10 lignes sur voilà de quoi ça parle, quoi. Ce qui est déjà pas un exercice facile, hein, d'arriver à résumer en quelques lignes... de quoi ça parle, de façon à aussi donner envie d'aller plus loin, de démarrer la lecture du texte avec avec à l'esprit déjà ce pitch-là qui va aussi aiguiller la lecture, qui font des premières pages. Je ne sais pas si, honnêtement, j'entends beaucoup aujourd'hui qu'il faut envoyer avec une note d'intention. Pas toujours, non. J'ai lu que certains éditeurs, je verrai, moi, une note d'intention. Oui. Ouais, c'est ça. Alors un petit pitch, oui, ça c'est toujours utile. Ça donne, ça, voilà, comme je vous disais, ça permet d'aiguiller aussi la lecture. On sait dans quoi on se lance. Vous pouvez dire aussi ça peut être aussi parler du genre, d'un thème, voilà, sans en dire trop, mais voilà, un petit texte qui donne envie. Note d'intention à l'éditeur, moi j'ai jamais été trop pour. Je trouve que c'est souvent un peu, en plus c'est un peu ouais, ou si c'est pas forcément factif, mais en tout cas c'est restrictif, quoi. Une note d'intention, c'est ouais. Ouais. C'est juste un petit pitch de quelques lignes sans le petit côté, sans ce petit argument sur la sortie de l'enfance, ou vous l'avez quand même un peu... Alors, je pense que, alors si c'était à refaire aujourd'hui, je le mettrais, je pense. À l'époque, j'avais rien mis du tout. J'avais balancé mon texte comme ça. Ce que j'avais assez tendance à faire. J'en ai balancé pas mal des textes avant celui-là. Et c'est d'ailleurs grâce au texte balancé avant que celui-là a fini par voir le jour. Enfin, j'en avais pas non plus envoyé 1000, hein, mais j'avais dû déjà en envoyer au moins 1 ou 2 qui se sont jamais faits, mais qui m'avaient permis d'avoir à un moment un contact à qui j'ai pu renvoyer directement, sans passer par le service manuscrit, ce texte-là, et c'est ça qui fait que ça a fonctionné. Mais je crois même pas que j'avais mis un pitch. Ce que je ferais plus maintenant, enfin clairement là aujourd'hui, si j'envoie un texte, je pense que je ferais enfin d'ailleurs je l'ai fait récemment pour un autre projet et j'avais mis un petit descriptif, mais voilà, 6 lignes quoi, 6 ou 7 lignes de pitch. L'intention, je trouve que ça, je sais pas, ça mais bon, enfin, honnêtement, j'entends tellement tout et son contraire, des gens qui disent qu'il faut absolument le faire, d'autres, enfin faire une lettre avec. Je sais pas si ça joue tellement en vrai. Je pense que... Situer quand même là où les thématiques du livre. Si on sait s'ils savent qu'ils reçoivent, je sais pas combien de livres sur les mêmes choses, donc ça peut nous desservir aussi, je pense. Ils peuvent ne pas... Je sais pas, je pense qu'honnêtement, à mon avis,
déjà, il commence la lecture déjà la lecture du texte lui-même va tellement les aiguiller dès le départ. Enfin, je pense pas que la note d'intention change tellement, sauf si vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie de dire. Alors après, ça peut être intéressant quand même, si vous avez choisi une maison d'édition en particulier, parce que vraiment, vous pensez que ça colle vraiment à votre texte, que ça pourrait vraiment marcher, être dans leur ligne éditoriale, et ça vaut le coup de faire une lettre quand même qui explique votre démarche et pourquoi vous leur envoyez à eux, et en quelques mots, de quoi parle votre livre, et qui vous êtes vous, et voilà, ça peut aussi permettre d'appuyer une demande si elle est vraiment faite en connaissance de... Enfin voilà, si elle est ciblée, quoi. Oui, pardon. Est-ce que, une fois que tu étais en lien avec ton éditeur, est-ce que cette question de l'intention, ça a été... il y a eu des discussions sur le retravail de ton texte, vraiment sur cet aspect-là, en particulier des intentions Non, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment discuté frontalement. Je pense qu'elles étaient quand même assez claires, parce qu'après, c'est des questions, si on comprend en cours d'écriture de quoi on parle, a priori, après la version qu'on envoie, on l'a déjà retravaillée pas mal. En l'occurrence, je les avais quand même, les 2 fois d'ailleurs, hein, j'avais quand même, parce que j'ai dû retrouver un éditeur en plus pour le dernier. T'envoies quand même un texte déjà assez abouti. Et après, il y a un retravail souvent avec l'éditeur, qui peut en venir à questionner l'intention, hein, c'est possible. Moi, là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais c'est tout à fait possible. Après, le travail avec l'éditeur, il tient aussi souvent à... Il touche aussi parfois à la structure, à je sais pas, à des choses à plus développer que d'autres, etc. Et donc tout ça, c'est souvent quand même lié à l'intention. C'est-à-dire à un moment, normalement, c'est palpable. Et l'éditeur, il va aussi sentir et dire, tiens, ça mériterait d'être plus développé ou pas. Enfin, oui. Il y a plusieurs intentions. Comment on les hiérarchise? Comment on arrive à... Est-ce qu'elles sont toutes aussi importantes? Non, je pense pas, mais... Joindre la question oui. Qui est en ligne et qui va dans la même direction, c'est doit-on absolument s'empêcher d'avoir plusieurs intentions? En quoi ça pourrait être un problème? Alors, donc, est-ce qu'on doit... Alors non, depuis le début, je dis qu'on peut avoir plusieurs intentions. Merci d'écouter, ça suit en ligne. Et comment les agencer? Et comment les agencer? Non, je pense qu'elles sont... On le sent, non? Elles sont pas c'est pas forcément... elles sont pas forcément équivalentes. J'imagine qu'à un moment, on se dit qu'il y a quand même une intention première. En cours d'écriture, comme ça, ce que je disais, ça ouais. apparaît un peu au fur et à mesure. Donc, on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses comme les obsessions, en fait. Oui. Et je trouve difficile de savoir un peu... comment, peut-être il y en a certainement une qui prend le pas sur les autres. Mais, ouais. Alors en fait, c'est une très bonne question sur les intentions qui prennent le pas sur. Alors, en fait, c'est peut-être ça qui n'était pas si clair que ça. Une intention, c'est pas un thème. Hein. Faut faire, vraiment pas confondre ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que je veux parler de. Voilà, par exemple, c'est vrai, on parlait d'une intention hyper importante que j'ai eue dans mon roman L'Éclipse. Et ça, pour le coup, je l'ai fait très inconsciemment, mais je l'ai fait et je l'ai compris. Et au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais vraiment en train de le faire et je l'ai maintenu volontairement. Et alors, c'est une intention plus que j'appelais un peu émotionnelle, on va dire, mais en tout cas d'impact sur le lecteur. C'est-à-dire, je voulais vraiment, par une écriture assez sensorielle, en fait, et sensible, je voulais faire vraiment éprouver et ressentir cet acte-là, fondateur du roman et tout ce qui s'ensuit, plutôt que de le faire comprendre. Vraiment, il y avait vraiment l'idée que je ne vais pas expliquer pourquoi, frontalement et psychologiquement, puis ce serait bien trop prétentieux de ma part, j'en sais rien, de pourquoi à un moment une femme décide de disparaître et d'abandonner son enfant. Je pose l'acte dès le départ, comme ça, vraiment sans jugement. Et je me suis dit, c'est par l'écriture, et notamment la présence de la nature, enfin voilà, tout un registre d'écriture très de l'ordre des sensations, plus que je vais le faire
vraiment éprouver. En fait, on va l'éprouver plus que le comprendre. Et ça, c'était vraiment important pour moi, d'éprouver, sans juger. Qui est vraiment, et je crois que ça, a priori, ça a plutôt marché, puisque vraiment j'ai eu plein de retours de gens qui me disaient c'est fou, on en vient à plus du tout juger cette femme, alors qu'au début, on a un jugement comme ça qui pourrait être assez fort, puis petit à petit, tout ça saute, quoi. Donc ça, c'était une intention qui touche au style, presque, à la sensibilité. Voilà. Après, il y a l'intention qui va, elle, toucher plus au thème, au pluriel, même s'il y en a plusieurs, de ce que je disais, à la fois de disparition, de fuite, de reconstruction, de réinvention de soi, etc. Ça, c'est l'intention philosophique, un peu. Enfin, donc, en fait, on peut avoir plusieurs intentions, mais elles sont quand même à différents niveaux. C'est pas des thèmes, je vais pas dire j'ai comme intention de parler de ça, et puis de parler de ça, et puis de parler de ça. Ça, c'est juste des thèmes différents. En revanche, si les intentions sont à différents niveaux, il n'y en a pas forcément une qui prend le pas, enfin ça dépend, mais elles sont un peu concomitantes, quoi. Elles existent ensemble. Rien n'empêche de parler de tel et tel thème, tout en ayant envie de faire rire et je sais pas, enfin, tu vois, ça coexiste, quoi. Ça va ? C'est clair, ouais. Oui, il y avait toi d'abord. En réfléchissant sur cette question de différentes intentions, je pense une qu'on n'aborde pas parce que je pense qu'on n'est peut-être pas beaucoup de gens ici qui écrivent en pensant à un public et par exemple au public jeune. Ça peut être, je pense, une intention de se dire j'écris un roman jeunesse. C'est vague quand même. Un roman jeunesse. Alors là, c'est un lectorat, c'est un genre, quoi. Ouais. C'est pas vraiment une intention. Ce serait plus précis, une intention. Tu vois, par exemple, je veux en fait, moi j'écris un roman jeunesse, j'ai un projet de roman jeunesse, je ne sais pas s'il se fera, il est en cours en tout cas, de peut-être publication. Et alors là, pour le coup, alors là c'est marrant, là c'était, l'histoire était très claire dès le départ, j'avais vraiment très précisément en tête, pas forcément tout le plan, mais en tout cas une histoire, quoi. Et puis je me suis rendue, pareil, c'est né d'une idée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est né d'une idée qui m'amusait, d'un fait scientifique avéré, que je trouvais un peu fantastique, un peu rigolo, mais qui... Voilà. Et puis, et autour de ça, j'écris toute une histoire de 2 personnages, et c'est une sorte de road trip, machin, pour aller chercher ce phénomène scientifique. Quoi. Et en fait, très très vite, là, pour le coup, j'ai réalisé que c'était vraiment parler du premier amour, quoi, en gros. Donc ça, c'est une intention. Tu dis, je voudrais écrire un roman à jeunesse ou ado, voilà, pour parler à ce public-là de la naissance du premier amour, de la naissance du sentiment amoureux. Et après, il peut y avoir plein d'autres choses dans l'histoire qui racontent plein d'autres trucs. Mais faire un roman jeunesse, c'est comme faire de la science-fiction ou faire ça, c'est plus un genre, c'est pas vraiment une intention, c'est un peu large, quoi, je pense. Mais c'est un bon point de départ, déjà, pour En fait, c'était l'idée que quand on parle d'intention, elles ne sont pas de même nature. Ce qui fait que l'intention, quand tu as évoqué la dimension émotionnelle, l'intention émotionnelle, l'intention, par exemple, de choisir le genre du polar, ouais. Où, en fait, on a l'impression d'avoir plusieurs intentions, et est-ce qu'elles sont contradictoires, mais en fait, elles n'ont pas la même nature, elles se placent pas au même endroit du tout. Voilà, exactement. Elles sont vraiment à différents niveaux, elles n'ont pas la même nature, les intentions, tout à fait. Oui. Moi, je me demandais comment tu articules l'intention qui fait que la personne va se mettre à écrire, c'est-à-dire j'ai l'intention d'écrire, je veux écrire, avec l'intention qu'on a ensuite dans le texte. Parce que souvent, les intentions, la démarche d'écriture elle-même, elle est souvent assez personnelle. Ouais. Et les textes sont peut-être un peu moins parce qu'ils sont romancés. Et comment est-ce que tu articules ça, toi ? Alors attends, je ne suis pas sûre de très bien comprendre. Comment on articule l'intention qui va pousser à écrire avec l'intention elle-même du texte et du récit ensuite. Alors, tu penses qu'elle est différente ? Je ne sais pas. Moi, elle peut l'être, Marc, oui. Elle peut l'être, et j'ai l'impression que ici, moi ce que j'ai dit la première fois que je viens, et que beaucoup de gens écrivent, notamment les premiers, quand ils écrivent, c'est un peu pour parler d'eux, pour parler d'une espèce d'expérience personnelle, et comment ensuite, dans un récit, on l'articule peut-être en s'effaçant, peut-être en se mettant en valeur. Ouais. Que tu employais aussi, que tu décrivais, pardon,
il y avait des thématiques qui étaient un peu communes aussi. Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu te dis, je vais écrire un roman jeunesse qui va parler de première histoire d'amour. Et qu'est-ce qui t'a amené à te dire ça, quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à te mettre devant ton ordi Oui, je disais, c'est vraiment ce fait scientifique marrant qui m'intéressait, bref, qui est lié à la foudre, bref, bon, peu importe. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment romanesque, il y a vraiment un truc à faire là-dedans, mais je le voyais pas en... J'avais pas tout... Je sais pas, je le voyais pas en roman adulte, classique, enfin, je savais pas quelle histoire... Et en fait, l'histoire qui m'est venue, elle était assez fantasque, quoi. Et il y a un truc qui se prêtait beaucoup plus à la littérature jeunesse, et en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse, et un public qui me comment dire, un âge en tout cas qui me touche beaucoup, et j'ai beaucoup travaillé avec des ados et tout, donc c'est en plus un public qui m'attire, quoi. J'avais envie d'écrire un texte plutôt jeunesse, et donc à un moment c'est la rencontre entre une idée et ce public qui fait que ça marche, et qu'on se dit oui, en fait c'est ça, là à cet endroit-là ça fonctionne, quoi. Mais pour répondre à ce que tu disais, attends, j'avais une idée, j'avais oublié ce que je voulais dire. Je pense que l'intention... En fait, c'est pas ce que tu dis, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que l'intention change. Ce que je comprends, c'est qu'on a une intention de départ, ou pas d'ailleurs, hein, mais bon, là, dans ce que tu dis, imaginons qu'on a une intention de départ, c'est à quel moment, à partir de cette intention, on passe de l'écriture comme ça, un peu intuitive, à des décisions plus réfléchies qui vont dans le sens de cette intention-là. Mais l'intention, elle disparaît pas, elle change pas forcément, en fait. C'est à quel moment on l'a conscientisée pour vraiment organiser le texte autour de cette intention-là. C'est un peu ce que je comprends. Ouais, attends. C'est la dernière question, hein, pardon. D'accord. J'ai l'impression que c'est aussi la question du passage de l'intime à un peu l'universel, parce que vous avez parlé de... Ah oui, parce que tu parlais de récit plus qui part de soi, c'est vrai. Oui, voilà, c'est... Oui, c'est vrai, on n'a pas tellement parlé de... Alors, c'est vrai que moi, on n'a pas vraiment parlé de tout ce qui est plus autofiction, enfin, ou en tout cas, ou récit de soi. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes aussi qui démarrent l'écriture avec ça. Et alors ça c'est encore un peu un autre sujet, mais c'est vrai à quel moment, c'est tout à fait ça, on passe de l'intime à... Qu'est-ce qui fait qu'un récit de soi, à un moment, va pouvoir avoir une portée plus universelle et faire roman, finalement. Enfin, si on entend encore qu'on veuille en faire un roman, hein, ce qui n'est pas indispensable, quoi. C'est juste parce qu'il faut qu'on vous libère à l'heure quand même. Oui, mais non, c'est juste, j'ai levé le doigt il y a 10 minutes et oui. J'ai eu plein de questions. Je peux pas partir trop frustrée. C'est possible. Ok, merci. Vous avez dit qu'en fait, on peut découvrir l'intention à un moment donné. Moi, c'est mon cas, en fait, au bout d'un an à peu près, je découvre enfin mon intention, mais j'ai pas mal de textes. Ouais. Est-ce que ça vous a pris du temps, une fois que vous aviez eu l'intention, de tout réécrire, en fait? C'est à peu près, je sais pas si on peut avoir une mesure, mais... Ouais, après, bon, il n'y a pas vraiment de règles, hein. Enfin, moi, je peux... Alors moi, en général, j'arrive quand même à une première version. Enfin, j'ai besoin d'aboutir à un premier jet, quoi. C'est rare que je me mette à réécrire en plein milieu, enfin, parce qu'aussi, il m'est jamais arrivé d'avoir une intention qui d'un coup contredit complètement. C'est juste que ça affine. Donc j'aboutis quand même, je vais privilégier. Et après, ouais, oui, ça peut prendre du temps. Hein. Enfin, c'est dur à dire parce que ça s'étale. Mais ça peut être presque pareil que l'écriture des... Ah oui, c'est pareil. Ah non, mais c'est même plus long, la réécriture. Ah ouais, c'est souvent plus long. Et alors après, si on compte le travail avec l'éditeur, il peut y avoir... Ah ouais, il peut y avoir 2 ans de réécrit. Enfin, en fait, ça dépend, il n'y a pas vraiment... Mais... Et puis ça dépend la taille du livre aussi. Si on écrit 800 pages, j'imagine... Enfin, donc ça peut être très long, la réécriture. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de... C'est sans doute beaucoup moins long, je pense, pour des personnes qui ont tout cadré dès le départ et arrivent à un premier jet qui est déjà presque définitif. Où là, il va y avoir de la réécriture... de style, bien sûr, il y a toujours une réécriture, mais une réécriture de langue et pas de restructuration totale, quoi. Merci, Sarah. Merci à vous.
Voilà, merci. Ça va, j'espère que ça n'a pas perdu encore davantage. Non, mais ça va, vas-y, tiens. Non, merci Sarah, merci à toutes et à tous. On va avoir l'occasion pour celles et ceux qui sont présents. Je te reprendrai le micro 2 secondes après. À explorer ce sujet-là. Alors, ce qu'on va faire déjà, je vais juste vous rappeler un petit programme de l'après-midi. Moi, je suis Chloé, donc je fais partie de l'équipe pédagogique. Celles et ceux qui sont dans Objectif Projet, c'est-à-dire celles et ceux qui écrivent tout sauf un manuscrit, me retrouvent moi à 14h à l'école Les Mots, où en fait on va faire un peu une après-midi d'activité, de table ronde autour du sujet de ce matin, et éventuellement scène ouverte. Donc je vous invite à me rejoindre à 14h à l'école Les Mots ou en ligne, avec le lien qui vous a été envoyé par mail. Objectif manuscrit continue à 14h avec Guilherme, comme d'habitude ici. Et ensuite, il y a Objectif à les abonnements liberté et illimité et Objectif écriture en ligne également et à l'école Les Mots à 14h. Il y a juste l'abonnement rencontre où là, pour le coup, c'est rendez-vous à 13h30 avec une consigne qui est envoyée par mail. J'espère. N'hésitez pas à venir vers nous. On est 3. N'hésitez pas à venir vers nous, parce que j'ai même pas dit qu'Objectif Manuscrit a aussi un rendez-vous en ligne à 14h, en plus de cet après-midi ici, pour celles et ceux qui sont en présentiel. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un bêta-lecteur ? Comme on est en présentiel, je vais vous expliquer. Un bêta-lecteur, c'est-à-dire envie d'être relu par une ou un camarade. Et donc c'est le moment, puisqu'on est tous et toutes ensemble, pour évidemment se montrer, dire qu'on aimerait bien partager son manuscrit ou ses étapes à quelqu'un ou quelqu'une d'autre. Donc n'hésitez pas à vous lever pour vous faire connaître et que quelqu'un éventuellement vienne vers vous. Ah bah voilà, Guilherme. Levez-vous, vous qui demandez souvent de bêta-lecteur. Voilà. Attends, est-ce que je peux en profiter pendant qu'il se lève pour dire un tout petit truc ? Oui, je veux juste que ça soit clair. Attends, vas-y, on va attendre. Voilà. Attends, non, juste, t'inquiète, c'est juste pour leur dire que... Ah voilà, donc c'est très bien. Donc il y a des personnes qui se lèvent, donc identifiez-les et n'hésitez pas à aller vers elles si vous avez envie de leur proposer votre lecture. Voilà. Merci beaucoup. Je reprends la parole 2 secondes juste pour vous dire que je vais vous envoyer un document avec tout ce que j'ai dit, enfin assez complet, avec aussi des exercices. En plus, on n'en a pas tellement parlé du coup, mais avec des exercices à la fin qu'on peut faire pour l'intention et pour l'enjeu justement. Voilà. Donc vous aurez un texte écrit. Mes notes en fait. Attends.